Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'alimentation. Alors, dans une vidéo précédente, on a abordé le sujet qu'est censé manger l'être humain. Si vous n'avez pas visualisé, je vous invite à le faire avant de regarder la vidéo présente. En effet, nous allons aborder ici le pilier numéro 1 d'une alimentation saine, dira-t-on, à savoir l'alimentation doit être naturelle. Alors, je sais, le mot naturel est un peu galvaudé, on l'emploie à toutes les sauces, si je puis dire, mais dans ce diaporama, on va essayer de lui redonner ses lettres de noblesse. Alors, on va commencer par le scénario catastrophe, en ayant bien à l'esprit que là, on s'intéresse à ce que l'on mange, parce qu'il faudra aussi s'intéresser à celui qui mange, ce sera une autre diaporama. Et le scénario catastrophe, eh bien, que ce soit pour l'agriculture ou l'élevage, ça commence donc à la production, dans les champs, où là, bien évidemment, si on se réfère au modèle industriel intensif, eh bien, c'est le point de départ de toute une cascade de méfaits qui vont nous amener à des aliments dans l'assiette pas très ragoûtants. Ça commence donc à la production avec l'utilisation de fertilisants à outrance, dont certains vont l'être au détriment d'autres oligo-éléments, par exemple dans les terres, je pense au fameux NPK. Vous avez l'usage d'insecticides, d'herbicides en tout genre, qui vont se retrouver tout simplement dans les aliments qu'on cultive, peu ou prou. Vous avez ensuite le transport et la transformation de ces aliments. Avant transport, certains aliments sont irradiés. Ils sont irradiés donc pour préserver, leur éviter de dégénérer. Alors sur le papier, c'est bien, parce que ça évite le développement bactérien ou fongique, par exemple, mais ça peut aussi donner une fausse impression de fraîcheur des aliments et surtout, certaines études ont tendance à montrer que certains nutriments sont dénaturés et donc c'est quand même pas l'idéal pour notre alimentation. Ensuite, bien sûr, les industriels se chargent de nous rajouter toute une panoplie de substances dont on voudrait bien se passer quand même, à savoir des colorants, des conservateurs, des exhausteurs de goût, toute la liste des E, 100 machin, 200 trucs, et ainsi de suite. On peut trouver aussi des acides gras déshydrogénés, dits trans. Il y a la problématique des produits fumés. Bon, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de produits fumés, mais il faut faire attention à ce genre de produits. Et puis, le raffinage ou la transformation excessive, notamment pour tout ce qui est aliments glucidiques, peut aboutir à des aliments à index glycémique élevé, ce qui n'est pas l'idéal en termes de prophylaxie pour le diabète, par exemple, et les maladies cardiovasculaires. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, j'ai simplifié, on pourrait développer le sujet à outrance, eh bien, le consommateur met son grain de sel aussi, si je puis dire, lorsqu'il va procéder à des cuissons à trop haute température, faire un usage immodéré du micro-ondes. Alors pourquoi le micro-ondes pose problème? Parce que bien sûr, tout le monde en a un maintenant. Enfin, personnellement, j'en ai pas, je m'en passe très bien, mais bon, je suis pas contre le fait qu'on ait un micro-ondes pour dépanner. Mais il faut savoir que le micro-ondes, même s'il ne chauffe pas à haute température, peut entraîner une mutation chimique, si je peux dire, un changement de spéciation chimique de certains micronutriments. Par exemple, les acides aminés qui ont souvent la structure L peuvent passer en structure D. Inversement, certains glucides en structure D vont passer en structure L. C'est ce qu'on appelle la chiralité. La L-proline, par exemple, en acide aminé, ce n'est pas la même chose que la D-proline. C'est l'histoire de la main gauche et de la main droite. Voilà. Eh bien, le micro-ondes va avoir tendance à transformer des aliments qui doivent avoir une configuration main gauche, les nutriments plus précisément, en nutriments qui ont une configuration main droite. Et là, l'organisme ne sait pas les utiliser. Donc, ce n'est pas très rentable. Voilà.
Et bien sûr, les cuissons excessives vont générer des molécules indésirables potentiellement cancérigènes, pardon, comme l'acrylamide, les acroléines. Et puis, vous avez une réaction bien connue qui s'appelle la réaction de Maillard, rien à voir avec Colin Maillard, bien sûr, hein, mais qui donne des produits terminaux de glycation. La glycation, c'est tout simplement l'association d'une protéine avec des sucres. L'exemple le plus classique, c'est les sucres du sang, notamment lorsqu'on est diabétique, qui s'agrègent aux protéines des globules rouges. Et ça, c'est très ennuyeux parce que ça forme des composés inassimilables qui seront au mieux éliminés, mais qui auront tendance à se déposer dans différentes parties du corps et faire le lit des maladies cardiovasculaires, par exemple. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on dose l'hémoglobine glyquée chez les diabétiques, hein, ça porte bien son nom, mais ce processus peut se produire avec n'importe quelle protéine et n'importe quel sucre quasiment. Et donc ça, c'est la problématique de l'excès de sucre dans le sang, bien sûr. Hein. Eh bien, cette réaction qui a lieu dans l'organisme, elle peut se produire également lorsqu'on chauffe trop les aliments, lorsqu'on les caramélise, et on va absorber directement des produits glyqués, ce qui n'est quand même pas l'idéal non plus, vous l'admettrez. Voilà. Donc voilà pour le scénario catastrophe dans ses grandes lignes. Il faut savoir aussi que ces aliments issus de processus industriels sont subcarencés, sont même, on va dire, nutritionnellement bien moins denses que, par exemple, ceux qu'on avait après-guerre. Là, je vais prendre comme référence des études qui datent des années 80 jusqu'aux années 2000, donc plus récents, et vous voyez bien que de 85 à 2002, eh bien, la teneur en micronutriments pour certains aliments, en termes de vitamines, de magnésium, de calcium et ainsi de suite, a fortement chuté. Hein. Il n'y a pas besoin d'inventer, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est une réalité. Hein. Et le Nouvel Observateur, en 2015, a publié un article avec le titre détonnant « Une pomme de 1950 équivaut à 100 pommes d'aujourd'hui ». Là, il parle de la vitamine C, hein, mais c'est vrai pour d'autres micronutriments, pour le magnésium, par exemple, pour le fer, dans les protéines animales. Voilà, donc il est clair, et il n'y a absolument pas photo là-dessus, que la densité nutritionnelle de nos aliments courants a fortement chuté depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, un petit point d'espoir ici, les aliments bio contiennent significativement plus de vitamine C, de fer, de magnésium et de phosphore que les autres. Oui, donc on va y venir. Voilà. Donc le Nouvel Obs s'est appuyé sur des études universitaires américaines et britanniques, hein, et il faut prendre conscience de ça. Quand vous croquez une pomme aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'une pomme d'il y a des années 50. Hein. Et puis, bien sûr, on l'a déjà dit, les industriels ont la fâcheuse tendance à rajouter tout un tas d'additifs, soi-disant pour la conservation ou pour le goût. Oui, certes, mais est-ce qu'on a besoin de ça, hein? C'est l'argument d'ailleurs maintenant de certains produits que vous trouvez en supermarché, sans conservateur, sans additifs et ainsi de suite. Bon. Mais n'empêche que, bon an, mal an, on absorbe, en mangeant de façon issue de l'agriculture industrielle, hein, 3 à 5 kilos d'additifs par an, dont on ignore, lorsqu'ils sont combinés les effets qu'ils peuvent avoir. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Hein. Donc avec des effets synergiques ou antagonistes qu'on ne maîtrise pas forcément. Et à la clé, une sursollicitation du foie, hein, qui est notre grande centrale de détoxication, qui va être amenée à détoxiquer les résidus de ces molécules chimiques, qui n'ont rien à faire dans nos aliments, il faut le dire, il faut être clair, et qui vont être à l'origine de différentes pathologies, que ça va des allergies aux dysbioses, parce que le microbiote n'aime pas trop ce genre de produits, et ainsi de suite. Alors, si le sujet vous intéresse, vous avez un petit bouquin là, de Corinne Bouget qui s'appelle « Les additifs alimentaires ».
il est relativement souvent mis à jour, hein, et là, vous verrez que certains additifs ne sont pas très ragoûtants, hein. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous trouverez toutes les infos dans ce genre d'ouvrage. Alors, il y a une autre façon de mettre en évidence, on va dire, le caractère négatif de certains aliments, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle la cristallisation sensible, qui est, à ma connaissance, très utilisée en Allemagne, mais évidemment qu'on ignore complètement en France, hein. Vous avez un exemple ici, sur le lait. Alors, qu'est-ce que c'est que la cristallisation sensible? C'est le fait d'associer un extrait d'aliment, d'un aliment quelconque, à un sel de cuivre et de faire cristalliser tout ça dans une enceinte très protégée des rayonnements électromagnétiques, hein, puisqu'il s'agit de formation de cristaux qui pourraient être sensibles à ce genre de perturbations électromagnétiques. Et à la sortie, ça vous donne des figures géométriques plus ou moins harmonieuses, dont l'interprétation est une affaire de spécialistes, hein. Mais vous voyez, par exemple, que le lait cuit sur le gaz donne une image un peu plus harmonieuse que du lait cuit au micro-ondes. Dans le même registre, on va comparer un aliment bio et frais à un aliment pas bio et qui a traîné. Vous voyez, par exemple, une carotte de qualité, une cristallisation qui est relativement harmonieuse par rapport à quelque chose ici qui est un peu plus désordonné, hein. Voilà. Donc, c'est un argument de plus, une façon de plus d'objectiver la mauvaise qualité de certains aliments. Alors donc, face à ce constat, eh bien, il nous appartient de préserver la vitalité des aliments, ce que les Chinois, en diététique chinoise, appellent le Jing, hein. Comme je dis souvent à mes élèves de Qigong, ce Jing, on le retrouve dans le corps humain, hein. C'est notre batterie, c'est notre énergie de base. Et il vaut mieux aussi bien pour nous que pour les aliments avoir un Jing tonique qu'un Jing délavé. Bon, petite parenthèse humoristique. Alors, qu'est-ce que c'est que préserver la vitalité des aliments? C'est avoir des aliments, bien sûr, issus de l'agriculture biologique, si possible, fraîchement récoltés, proches du lieu de consommation. Il faut être locavore, respectueux du bien-être animal, bien sûr, et de ce qu'ils doivent manger, parce que on verra que les animaux ont une alimentation spécifique qu'on ne respecte pas toujours. La saison, bien sûr, il faut être saisonnivore. Des produits peu transformés, on a vu les ravages que font les produits transformés par les industriels, peu ou pas contaminés. On pense bien sûr aux poissons, aux gros poissons remplis de métaux lourds, comme le thon par exemple. Et puis, bien sûr, il faut respecter les aliments lorsqu'on les amène, avant de les amener dans l'assiette, c'est-à-dire éviter des cuissons délétères, on l'a déjà dit. Ça, c'est le consommateur là qui en rajoute une couche, malheureusement. Et puis, les aliments qui sont préparés au dernier moment, parce que dès que vous coupez un aliment, il commence à se dégrader. Prenons l'exemple de la pomme. Si vous coupez une pomme et vous la laissez ne serait-ce qu'une minute ou deux à l'air libre, elle va s'oxyder très rapidement. Voilà. Alors, les bien fondés du scénario positif, eh bien, il y a tout un tas d'études qui le montrent. Je cite là l'étude du professeur Henri Joyeux, qui est une étude qui n'a pas été publiée, c'est pour ça qu'elle est parfois critiquée, mais bon, elle a le mérite d'exister. C'est l'étude ABARAC pour agriculture biologique, agriculture raisonnée et agriculture conventionnelle, et les conclusions sont claires. D'autres études vont dans le même sens. Les produits bio contiennent en général bien plus de micronutriments, ils ont une densité micronutritionnelle plus importante que les aliments non bio, et ils contiennent, même si ils en contiennent, bien moins de résidus toxiques, parce que l'argument des gens qui balayent d'un revers de main l'agriculture biologique, c'est « ouais, mais on trouve aussi des pesticides ». Oui, peut-être, mais on en trouve bien moins. Voilà. Alors, entre deux mots, il faut peut-être choisir le moindre. Et puis, on va vous dire, mais attends, le bio, oui, le bio, mais d'accord, mais ça ne peut pas nourrir tout le monde, le bio. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, c'est ce que prétendent certains auteurs, comme Jacques Kapla ici. Aussi Michel Delorgeril,
qui est le fameux cardiologue hein, qui a écrit un livre sur le régime méditerranéen, eh bien, il est clair qu'avec une agriculture biologique bien menée, parce que agriculture bio, ça ne veut pas dire agriculture archaïque, hein, on peut faire du bio avec des moyens modernes, avec des satellites, et ainsi de suite, et avec toute une prise en compte de, on va dire, l'économie circulaire et ainsi de suite, on peut très bien nourrir l'humanité, même si on arrive à 8 ou 9 milliards d'individus, en faisant que du bio. Voilà. Alors, si ça vous intéresse et si ça vous laisse dubitatif, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Alors, le naturel, c'est aussi, on l'a dit, ne pas dénaturer. Quand on voit qu'on nous vend encore du sel blanc, qui, sur le plan nutritionnel, n'a aucun intérêt, parce que c'est que du chlorure de sodium, alors qu'il faudrait acheter du sel gris systématiquement. Alors, on en trouve, heureusement, hein, d'accord? Mais on ne peut pas comparer ces deux produits. Ici, vous avez plein de sels minéraux, ici, vous avez que du chlorure de sodium. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis, il faut que je vous parle aussi de la filière bleu blanc cœur, qui est un logo de qualité qui assure que le fait que, alors ça concerne l'élevage, hein, ça concerne les sources animales de nourriture, c'est-à-dire les œufs, les produits laitiers et les viandes. Ces viandes sont plus équilibrées, notamment en termes d'acides gras, oméga 3, oméga 6. Alors ça m'amène à vous parler de certaines pratiques intensives qui sont pour le moins stupides, palliatives en tout cas, comme celle qui consiste à donner à des vaches, des bovins, des graines de soja et de maïs. Ce n'est pas leur alimentation naturelle, je suis désolé, au même titre que les protéines, les farines animales, ce n'est pas l'alimentation naturelle d'une vache. Alors il y a un moindre mal avec, on va dire, les grains de soja et de maïs, mais ce n'est pas leur nourriture aux bovins. Il faut vous renseigner si vous en doutez. Hein. La vraie nourriture de ce genre d'animaux, c'est les fourrages, c'est les herbes qu'ils vont brouter dans les prés. Ça, c'est la vraie nourriture d'une vache. Alors, maintenant, bien sûr, beaucoup d'agriculteurs ont compris et l'utilisent comme argument marketing. Hein. Mais si vous consommez de la viande industrielle, il y a fort à parier que c'est de la viande d'animaux nourris avec du maïs et du soja. Ce qui peut s'admettre sur une courte période, hein, parce qu'on n'a pas forcément toujours du fourrage et de l'herbe à disposition, mais ça devrait être l'exception, pas la règle. D'accord ? Alors pourquoi ? Parce que la viande de ces animaux est complètement déséquilibrée, ils ont un profil lipidique qui est déséquilibré en termes d'acides gras, et vous allez absorber ça, et ça va entraîner à la longue aussi chez vous un déséquilibre de ce point de vue-là. Vous êtes ce que vous mangez et ce que vous mangez à manger. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Alors justement, voilà, les oméga 3, les oméga 6. Les oméga 6, je fais très simple ici, hein, il ne s'agit pas de rentrer dans un cours de biochimie, mais les oméga 6, avec en tête de file l'acide arachidonique et l'acide linoléique, donnent des prostaglandines pro-inflammatoires, hein, alors que les acides gras oméga 3, avec l'acide alpha-linolénique, avec en produits finaux les EPA, DHA, donnent des oméga 3, donc anti-inflammatoires. Or, pour que l'équilibre à ce niveau-là doit être, en termes de rapport oméga 6, oméga 3, de 1 à 3. Or, en mangeant industriel, actuellement, on est à 15, voire 20. Attention, je dis bien dans vous, dans votre corps à vous. Hein. On peut faire un dosage biologique pour voir, vous pouvez demander dans le laboratoire de doser votre rapport oméga 3, oméga 6. Alors, tous les labos ne le font pas, mais il y a des labos spécialisés qui vous le feront sans problème. Hein, un profil lipidique, hein, eh bien, vous verrez si vous êtes équilibré de ce point de vue-là ou non. Et si vous atteignez 15 ou 20, vous n'aurez plus qu'à vous poser la question, mais qu'est-ce que je mange comme viande? Qu'est-ce que je mange comme végétaux? Voilà. Donc, évidemment, avec ce diaporama, j'espère que vous aurez des réponses, au moins dans un premier temps. Le fait de manger aussi des produits non dénaturés, bio et ainsi de suite, c'est que vous allez avoir une teneur plus riche, donc on l'a déjà dit, en micronutriments. Et ça, c'est important, par exemple, en termes de minéraux, puisque vous savez que
Nous disposons d'un système de défense contre les radicaux libres. Je ne vais pas développer ce que sont les radicaux libres, hein, mais tout le monde en a entendu parler, qui sont les antioxydants. Et nous avons deux pôles, on va dire, le système antioxydant dans notre organisme. Le pôle enzymatique, c'est-à-dire nous avons nos propres enzymes antioxydantes, par exemple la superoxyde dismutase, hein, SO2, la glutathion peroxydase, les catalases et ainsi de suite, qui, elles, pour bien fonctionner, dépendent d'un apport suffisant en certains minéraux, comme le zinc, le cuivre, le sélénium. Donc, si vous avez des aliments médiocres, eh bien là, ce sera médiocre aussi, et là, ce sera médiocre aussi. Inversement, si vous avez des aliments de très bonne qualité, vous aurez une meilleure densité nutritionnelle et un meilleur système antioxydant interne. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a des antioxydants non enzymatiques, c'est-à-dire qu'ils sont apportés directement par l'alimentation. On pense aux vitamines, vitamine C, vitamine E, vitamine A, mais il y a aussi les caroténoïdes, hein, qui sont liés aux différentes couleurs de nos végétaux, et les polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est un peu particulier parce que, en fait, ils seraient plutôt un peu oxydants, mais justement, ils vont stimuler de façon physiologique nos systèmes antioxydants. C'est ce qu'on appelle l'hormèse. Le fait qu'une substance à petite dose va avoir un effet bénéfique. Alors, je ne vais pas trop développer ce concept d'hormèse ici, mais si vous en êtes curieux, je vous invite à faire des recherches sur le net. Vous verrez que c'est un concept très intéressant qui rejoint un autre concept qui est la mitridacisation, hein, le fait de prendre des poisons à petite dose et d'augmenter petit à petit pour mieux supporter le poison. Hein. C'était un usage en vogue à l'époque des rois, de nos rois célèbres, pour se protéger d'un éventuel empoisonnement. Bon. C'est une parenthèse. Donc voilà. Alors, donc, pour contrecarrer le scénario de catastrophe, eh bien, il faut rentrer dans le cercle vertueux de la consommation d'aliments le plus sain possible, le plus issu de l'agriculture biologique possible, avec des logos qui garantissent une certaine qualité, comme les logos bleu blanc cœur. Hein. Vous pouvez acheter des œufs bleu blanc cœur, vous pouvez acheter des viandes de porc ou de bœuf bleu blanc cœur, et ainsi de suite. Donc, si en plus c'est bio, c'est encore mieux. Vous avez les AMAP, donc, qui sont des systèmes de circuit court, hein, où on peut aller chercher ses légumes et ses fruits et ses œufs. Et puis, bien sûr, vous, en tant que consommateur, ne faites pas de conneries, si vous me permettez l'expression. Hein. Vous avez beau avoir des aliments super, mais si vous les flinguez avec des cuissons à micro-ondes, des cuissons complètement à haute température, complètement délétères, eh ben, vous perdez tout le bénéfice. Hein. Voilà. Et ensuite, si possible, si vous pouvez faire votre compost, c'est bien, mais il faut aussi que ce cycle vertueux, c'est la boucle. Là, on rentre plutôt dans des considérations écologiques, hein, et d'économie circulaire, si je puis dire. Eh bien, voilà, il faut aussi traiter les déchets de façon qu'ils soient réutilisés pour réamorcer ce cercle vertueux. Alors, il n'y a pas photo. Même si le bio de nos jours, ce n'est pas parfait, hein, eh bien, c'est quand même bien mieux que tous ces aliments qui sont dégradés par une agriculture intensive, des transformations à outrance et ainsi de suite. Il n'y a pas photo. Il faut aller à gauche. Il n'y a rien de politique dans ce que je dis. Hein. Il faut mieux aller vers ce cercle, cette logique-là qu'ici. Alors évidemment, si de temps en temps, vous mangez du fast-food ou des pizzas industrielles et ainsi de suite, il n'y a pas de souci si c'est de temps en temps. Mais si tout le temps, à longueur de journée, de semaines et d'années, vous mangez que des produits non bio, industriels et ainsi de suite, là, il y a un problème. D'accord ? Vous risquez de faire le lit du développement d'un tas de pathologies, le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, les cancers et ainsi de suite. Alors, je ne dis pas qu'avec une alimentation comme à gauche ici, vous éviterez ça, mais vous limiterez le risque. Hein. Voilà. Donc voilà, pour ce pilier numéro 1, j'espère que ça vous a éclairé et que ça vous incitera à faire des recherches sur le sujet. Dans la prochaine diapo, nous aborderons, si vous le voulez bien, ce sera la 3e sur le sujet, le pilier numéro 2, à savoir
L'alimentation doit être digeste et assimilable. C'est tout un programme et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt.